Et coucou la team, aujourd'hui vidéo sur les réactions nucléaires et la radioactivité. Alors avant de commencer, on va faire des rappels de ce que vous avez dû voir en classe de seconde. Et vous aviez vu la différence entre transformation physique, transformation chimique et transformation nucléaire. On refait le point avec des exemples. Dans une transformation physique, on ne change pas les entités, on change seulement l'état de l'entité. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple H2O liquide qui devient H2O gaz, et dans ces cas-là, on est en train d'étudier la vaporisation. Et vous aviez vu comme ça les 6 changements d'état possibles. Lors d'une transformation chimique maintenant, nous avons des molécules ou des atomes du côté des réactifs et d'autres molécules ou d'autres atomes du côté des produits. Mais il y a conservation de ces atomes, c'est-à-dire qu'il y a autant d'atomes de chaque catégorie, côté réactif et côté produit. Ça nous amène à une équation de réaction, comme vous l'avez toujours vu, du style C plus O2 donne CO2. Et ce sont les mêmes atomes, bien sûr, qui sont du côté produit et du côté des réactifs. Il n'y a pas de nouveaux atomes. Dans une transformation nucléaire, maintenant, on a certains atomes du côté des réactifs qui se transforment en d'autres atomes complètement différents du côté des produits. On a donc des changements d'atomes. Ces atomes, justement, on en avait parlé aussi en seconde, et vous aviez vu que pour chaque atome, il existe des isotopes. Les isotopes, eh bien, ils vont avoir le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents, comme par exemple l'hydrogène 1,1, l'hydrogène 2,1, l'hydrogène 3,1. Chacun de ces hydrogènes possède le même nombre de protons, ce qui va caractériser l'atome, c'est le numéro atomique, mais des nombres de neutrons différents. Et donc la symbolisation de l'atome sera différente. Même chose pour le carbone 12 et le carbone 14, dont on va reparler tout à l'heure. Et justement, toutes les transformations nucléaires et la radioactivité, ça tourne autour de ces fameux isotopes. En seconde, vous avez également parlé de deux types de transformations nucléaires qui sont des transformations forcées et qui sont la fission et la fusion. Alors la fission, elle a lieu notamment dans les centrales nucléaires et la fusion, elle a plutôt lieu dans les étoiles. Dans une réaction de fission nucléaire, bon, comme son nom l'indique, on va avoir un noyau qui est plutôt gros, comme l'uranium 235 par exemple, qui va être coupé en deux autres atomes, l'atome de brome et l'atome de lantane. Alors que dans une réaction de fusion nucléaire, on va avoir plutôt de petits noyaux d'atomes qui vont s'accoler ensemble pour former un plus gros. Tout comme le deutérium H2,1 avec le tritium H3,1 qui vont pouvoir donner un atome d'hélium, évidemment, plus un neutron. Ces deux réactions-là ne sont absolument pas celles que l'on va étudier ou que l'on va réétudier en classe de terminale spécialité cette année. Non, nous, cette année, ce que l'on va étudier, c'est plutôt la radioactivité. Et pour cela, on va avoir besoin de faire le point sur la stabilité du noyau, ou plutôt sur l'instabilité des noyaux. Donc, il existe sur la Terre 118 éléments que les chimistes ont rangés dans le tableau périodique. Chacun de ces éléments possède plusieurs isotopes. Et parmi ces isotopes, certains sont stables, d'autres ne sont pas stables. Ceux qui ne sont pas stables, on va dire qu'ils sont radioactifs. Et si un noyau est radioactif, il va systématiquement se désintégrer spontanément et aléatoirement en libérant de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la désintégration. Bon, ces désintégrations, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître comme par magie. Une désintégration, ça veut simplement dire que le noyau va se transformer en un autre noyau qui, lui, sera plus stable. Ces désintégrations, ce sont des transformations et donc on va avoir un noyau pair qui va se transformer en un noyau fixe et qui va libérer une particule radioactive et qui va se représenter sous la forme d'une équation chimique. XAZ correspond au noyau pair. Y'Az' correspond au noyau fils et dans cette réaction-là, par exemple, ça va libérer une particule alpha qui correspond en fait à l'atome d'hélium He4.2. Ces transformations, comme toutes les transformations, eh bien, elles vont suivre des lois de conservation. Et dans notre cas, nous, on va avoir conservation du nombre de charges Z et conservation du nombre de nucléons A. Ici, on va pouvoir écrire que A doit être égal à A' plus 4, mais également que Z doit être égal à Z' plus 2 pour qu'il y ait ces fameuses lois de conservation.
Ces lois de conservation, elles fonctionnent pour les désintégrations radioactives, mais elles fonctionnent aussi pour les réactions de fusion ou de fission, comme par exemple la fusion de deux atomes d'hydrogène, le deutérium et le tritium, qui vont donner l'hélium. Là, si on regarde, au niveau des nombres de nucléons, on a bien côté des réactifs 2 plus 3 qui fait 5, et du côté des produits, 4 plus 1 nucléons qui font 5 aussi. Et au niveau de la conservation du nombre de charges, on a bien 2 du côté des réactifs et 2 du côté des produits. Dans la catégorie des désintégrations, on va en trouver 4 différentes. La première, ça va être la radioactivité alpha, qui va concerner plutôt les noyaux instables qui sont très lourds. Dans cette désintégration, on va avoir émission d'un noyau d'hélium. Ce noyau d'hélium He42, en fait, c'est lui, la particule alpha, comme dans l'exemple qu'on a vu dans la diapositive précédente. Et là, on reprend un exemple où on va avoir le radium Ra qui va se transformer en radon Rn et libérer une particule alpha He42. Si on vérifie dans cet exemple, on a bien au niveau des nombres de nucléons, c'est-à-dire 226 pour le côté des réactifs, et on a bien 222 plus 4 égale 226 du côté des produits. Et pour le nombre de charges, on a aussi conservation. On a bien 88 du côté des réactifs et 86 plus 2 égale 88 du côté des produits. C'est bon, cette réaction suivit bien les lois de conservation. Ici, on avait un noyau de radium qui était instable, c'était un isotope, et il va donner du radon qui, lui, est censé être plus stable. Deuxième type de désintégration, la radioactivité bêta-. Alors celle-là, elle va concerner les noyaux instables qui possèdent un excès de neutrons. Donc ils vont avoir, c'est un isotope qui a plus de neutrons, d'accord, que son élément stable de départ par exemple. Dans ces cas-là, ils vont se désintégrer en libérant un électron, donc qui va être une particule bêta-. La symbolisation de l'électron, c'est E0-1. Alors vous allez me dire pourquoi 0 ? Parce que en fait l'électron il n'a pas de nucléon, et -1 parce qu'on a dit que le nombre Z correspondait au nombre de charges et que donc la charge d'un électron elle est négative. Voilà pourquoi on a E0-1. Et dans notre exemple, on a l'iode 131 qui va se désintégrer pour donner du xénon 131 plus un électron. Et encore une fois, on a conservation du nombre de nucléons, 131 côté réactif, 131 plus 0 côté produit, et conservation du nombre de charges, donc 53 du côté des réactifs, et puis 54 moins 1 du côté des produits, ce qui nous donne bien 53. Un autre type de radioactivité bêta, mais la radioactivité bêta+, cette fois-ci, elle va concerner les noyaux instables qui, cette fois-ci, possèdent un excès de protons, donc un déficit de neutrons, qui vont se désintégrer en libérant le contraire d'un électron, c'est-à-dire un positon que l'on va noter E0,1. Ici, dans notre exemple, c'est l'atome de brome qui va se transformer en sélénium. Et on vérifie à nouveau les lois de conservation, 80 côté réactif, 80 plus 0 côté produit pour le nombre de nucléons, et puis 35 d'un côté et 35 de l'autre pour le nombre de charges. Notre dernier type de désintégration, c'est celle qui correspond à la radioactivité gamma. Elle est un petit peu particulière celle-ci parce qu'elle ne met pas en jeu de matière, alors ni particules, alpha, bêta ou gamma, mais uniquement des rayons gamma qui sont en fait des rayonnements électromagnétiques. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la suite d'une désintégration de type alpha ou bêta, le noyau qu'on obtient, qui est censé être plus stable, effectivement, il est plus stable, mais par contre, il est toujours dans un état d'excitation. Et donc, du coup, pour gagner en stabilité, il va émettre un photon gamma. Ce photon gamma, il correspond à des ondes électromagnétiques de type gamma et qui donc ont une très faible longueur d'onde, mais par contre une très grande énergie. Notre atome excité, radioactif, il va libérer un ou plusieurs photons gamma et donc gagner en stabilité. Ici, dans notre exemple, c'est le nickel 6028 qui
est excité et qu'on symbolise donc par une étoile pour dire qu'il est dans un état d'excitation intense, qui va se transformer en nickel 6028, exactement le même noyau, en libérant 2 photons gamma. Ces photons gamma, on a dit qu'ils avaient une très petite longueur d'onde. Si la longueur d'onde est petite, et comme la formule qui permet, je vous le rappelle, de calculer l'énergie quand on connaît la longueur d'onde, c'est E égale hc sur lambda. Si lambda est petit, l'énergie, elle, est très grande. Donc, en fait, ces rayonnements gamma, ce sont ceux qui vont être les plus dangereux. On va revenir sur la dangerosité et sur comment se protéger des rayons et des rayonnements radioactifs, donc des particules alpha, bêta et gamma. Et pour savoir justement quels sont les noyaux, quels sont les atomes qui vont subir plutôt des radioactivités alpha, bêta plus ou bêta moins, il existe ce qu'on appelle le diagramme NZ, qui représente le nombre de protons d'un noyau en fonction du nombre de neutrons d'un noyau. Alors je rappelle que pour obtenir le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z, A étant le nombre de masses et Z le nombre de protons. De façon générale, on va voir que les noyaux qui ont un excès de neutrons sont plutôt radioactifs β-, ceux qui ont un excès de protons sont plutôt radioactifs β+, et puis les noyaux qui sont très lourds, eux, vont avoir tendance à être radioactifs alpha. Si on prend l'exemple de l'atome de chlore, le chlore 35, eh bien c'est le noyau stable. Le chlore 34 et le chlore 33, eux, ils sont en excès de protons. Ils vont avoir moins de neutrons puisque le nombre de masses vient de diminuer, on est passé de 35 à 33 ou 34, ceux-là vont donc être plutôt radioactifs bêta. De la même façon, le chlore 36, lui, il va avoir tendance à être plutôt radioactif bêta-. Le chlore étant un petit atome, c'est un petit noyau, l'atome de chlore, il ne va pas subir de radioactivité alpha. On va maintenant parler de décroissance radioactive et pour cela, il faut que l'on connaisse la notion d'activité d'un échantillon. Les désintégrations dont on vient de parler, alpha et bêta, elles se font de façon aléatoire, mais on peut quand même en prévoir l'évolution. On peut prévoir l'évolution sur une grande quantité, dans un grand échantillon. Et c'est ce qu'on va appeler l'activité d'un échantillon. Ça correspond en fait au nombre de désintégrations qu'ils vont se produire par seconde. Cette désintégration, elle est évidemment proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs qu'il y a dans notre échantillon. L'activité, on la note A, elle va se mesurer en becquerel, et puis je vous ai dit qu'elle était proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Le nombre de noyaux radioactifs, on va l'appeler N, ne le confondez surtout pas avec N, le nombre de neutrons dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est le nombre total de noyaux dans notre échantillon. Et puis, le coefficient de proportionnalité, ça va être la constante radioactive que l'on va appeler lambda. Cette proportionnalité, elle est logique. En fait, l'activité, c'est le nombre de désintégrations dans notre échantillon par seconde. Plus on a de noyaux réactifs, plus on aura de désintégration. Voilà pourquoi l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Mais elle correspond bien au nombre de désintégrations par seconde. On reviendra juste après là-dessus. Et en radioactivité, on va définir une autre grandeur là qui nous est ultra importante, qu'on va appeler le temps de demi-vie. Ce temps de demi-vie, on le note T1,5, un peu comme le temps de demi-réaction qu'on avait quand on faisait de la cinétique. Et il correspond à la durée au bout de laquelle l'activité ou le nombre de noyaux radioactifs ont été diminués par 2. Et pour le trouver, ce temps de demi-vie, vous allez avoir une courbe qui va être le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, ou bien l'activité en fonction du temps, hein, ça fonctionne aussi. On a notre nombre de noyaux radioactifs de départ, N0, ou notre activité de départ, qui sera A0. On va essayer de retrouver N0 sur 2, c'est-à-dire quand on a diminué de moitié notre nombre de noyaux radioactifs, on cherche sur la courbe le temps correspondant et on va tomber sur le fameux T1,5. Au passage, on remarque quand même que la variation de noyaux radioactifs en fonction du temps, elle est bien décroissante et qu'en plus de ça, cette décroissance, elle est exponentielle. Et nous, les exponentielles, on aime bien, ça nous fait penser aux équadifs. Tiens, justement, les équadifs, on va les retrouver maintenant en essayant d'établir la loi de décroissance radioactive.
Si on part de nos deux formules qui expliquent l'activité d'un échantillon, on a dit que c'était le nombre de désintégrations par seconde, donc ça correspond en fait à la dérivée du nombre de noyaux radioactifs. Donc A, on peut l'écrire moins dn sur dt. De la même façon, A est proportionnel au nombre de noyaux radioactifs, et on avait écrit tout à l'heure que A était égal à lambda n. Si on combine ces deux-là, on se retrouve avec moins dn sur dt égale lambda n. Si on réarrange, on va obtenir dn sur dt plus lambda n égale 0. Et ça, c'est une équadif. Bon, vous êtes devenus des professionnels en résolution d'équations différentielles. Qui plus est, celle-là, elle est très simple puisqu'elle est sans second membre. On va obtenir du coup notre décroissance radioactive, c'est-à-dire le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, qui va être une fonction exponentielle de cette forme-là. Voilà pourquoi, tout à l'heure dans notre graphique de la représentation du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, on avait une décroissance exponentielle. Essayons d'aller un petit peu plus loin maintenant pour établir ce coefficient lambda là. Si t est égal à t1,5, dans ce cas-là, on va avoir n qui correspond à n0 sur 2. Si on reprend notre résultat de tout à l'heure qui dit que n c'est égal à n0 exponentielle moins lambda t, ça nous donne, nous, pour t1,5, n0 sur 2 égale n0 exponentielle moins lambda t1,5. On élimine n0 des deux côtés. Pour éliminer l'exponentielle, on va tout passer avec le logarithme népérien ln. On obtient ln 1,5 égale moins lambda t 1,5. Et je rajoute pour ceux qui font pas spé maths que ln de 1,5 c'est moins ln de 2. Et du coup, on isole lambda et on trouve ln de 2 divisé par t 1,5. On a donc établi la loi de décroissance radioactive, on est tombé sur une équadif, on a résolu cette équadif pour exprimer le nombre de désintégrations dans un échantillon en fonction du temps. Dans cette expression, on a lambda, le coefficient de radioactivité, qu'on a réussi à exprimer en fonction de t1,5. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à le faire, le refaire pour vous entraîner. Deuxième partie de notre vidéo, on va parler cette fois-ci des applications de la radioactivité et on commence par parler de la radioactivité naturelle. De la radioactivité, il y en a partout autour de nous. Cette radioactivité, elle provient de la Terre, mais elle provient aussi de l'espace qui bombarde constamment la Terre de rayonnements interstellaires. Du coup, ces rayonnements, lorsqu'ils vont rencontrer notre atmosphère, ils vont provoquer des réactions qui vont fabriquer des noyaux radioactifs. Des isotopes radioactifs. Donc autour de nous, des isotopes radioactifs, on en a une soixantaine qui sont naturels. Parmi ceux-là, le carbone 14, le potassium 40, l'uranium 238 par exemple. Et tous ces noyaux radioactifs se désintègrent en suivant leur loi de décroissance radioactive en fonction de leur T1,5. Ils n'ont pas tous le même T1,5. Et justement, en même temps qu'ils se désintègrent spontanément et aléatoirement, vous allez avoir de nouveaux noyaux qui sont fabriqués puisque les radiations interstellaires fabriquent de nouveaux éléments radioactifs autour de nous. Donc on va considérer qu'on est à peu près à taux constant, évidemment à peu près, notamment pour le carbone 14. Et justement, ces atomes-là, ces noyaux radioactifs qui sont autour de nous, ils vont nous permettre de réaliser des datations. Et j'imagine que chacun d'entre vous a déjà entendu parler de la datation au carbone 14 notamment, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Et je vous renvoie vers la vidéo réalisée par notre copain-collègue de la chaîne YouTube Science Étonnante qui vous explique très bien le fonctionnement de la datation au carbone 14 notamment. La datation, en résumé, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut qu'on connaisse le T1,5 de l'élément qui va nous servir à la datation. Il faut qu'on connaisse N0, le nombre total de noyaux radioactifs dans notre échantillon au départ, et il faut qu'on puisse mesurer le nombre de radioactifs actuellement présents dans notre échantillon. Et à l'aide de ces trois grandeurs-là et des mathématiques, on peut remonter et obtenir la datation de notre objet. On part de notre loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire que n égale n0 exponentielle moins lambda t. On prend le ln de tout ça. Notre objectif à nous, c'est de trouver t, donc on va dans un premier temps isoler lambda t.
Et ensuite, on isole T et on obtient une grande expression qui est fonction de T1,5, N0 et N. Grâce à ça, on peut dater notre objet et savoir de quelle partie de l'histoire il appartient. Évidemment, il y a quelques conditions à remplir pour que cela fonctionne. Il faut qu'on choisisse le bon élément, le bon isotope radioactif. Le carbone 14, comme ça, permet de dater des objets qui ont quelques milliers d'années. Mais si on veut dater des objets plus vieux, si on essaie de trouver des os de dinosaures, eh bien ça ne va pas être possible avec le carbone 14. Deuxième application de la radioactivité, cette fois-ci dans le domaine médical. Alors les noyaux radioactifs de courte durée de vie, ils vont être utilisés en médecine et notamment dans l'imagerie médicale. On va injecter à un patient une substance qui va contenir un isotope radioactif qu'on va appeler le traceur radioactif et ensuite on va le faire passer devant une caméra qui est sensible au rayonnement produit par cet isotope à l'intérieur du corps. C'est le principe du PET scan ou de la scintigraphie, par exemple. La radioactivité, elle est aussi utilisée en traitement pour détruire certaines cellules. Alors, il existe de la radiothérapie externe, de la radiothérapie métabolique et de la curithérapie. Alors la radioactivité externe, en fait, ça consiste à exposer le patient à des rayons électromagnétiques intenses. Alors les rayons qui sont utilisés, c'est plutôt les rayons X. Et le but, c'est que ces rayons, ils traversent la peau, qu'ils atteignent les cellules et que donc ils détruisent les fameuses cellules qui sont malades. La radiothérapie métabolique, elle consiste à administrer au patient, soit par voie orale, soit par injection intraveineuse, une substance radioactive qui va être sélective et qui va agir uniquement sur les cellules cancéreuses pour les détruire. Et la curithérapie, elle est un peu particulière. On va implanter une source radioactive directement à l'intérieur de la tumeur pour aussi détruire les cellules cancéreuses. Dernier point à voir ensemble, ce sont les protections contre ces fameux rayonnements qui sont dangereux pour le corps et les êtres vivants. Précisons quand même que la radioactivité naturelle, elle n'est pas dangereuse. Mais les personnes qui travaillent dans les centrales, dans l'imagerie médicale, dans les centres de recherche justement aussi sur les radiothérapies et sur le nucléaire de façon générale, ces personnes, elles sont exposées à des radiations qu'on va appeler des rayons ionisants et elles doivent porter des tenues adaptées. Suivant le type de radioactivité, on va avoir différentes particules qui sont émises, les particules alpha, les bêta+, et bêta- et les rayonnements gamma, et ils ne sont pas tous dangereux de la même façon et on ne peut pas les arrêter de la même façon. Les particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, sont en fait de très grosses particules. Une simple feuille de papier suffit à les arrêter. Les particules bêta, positons ou électrons sont de taille bien plus petite et pourraient être arrêtées par une feuille de métal notamment. Et les photons gamma qui, eux, sont les plus dangereux parce que plus énergétiques, c'est pas de la matière, c'est uniquement de l'onde. Et donc du coup, eux, pour les arrêter, il faut avoir une certaine épaisseur de béton ou une certaine épaisseur de plomb pour pouvoir les arrêter, ces rayonnements gamma. Par exemple, quand vous allez faire une radio à l'hôpital parce que vous êtes cassé le bras, vous avez possibilité de mettre par-dessus vous un tablier en plomb. C'est justement pour se protéger de ces rayons ionisants. Et voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur la radioactivité. Il ne vous reste plus qu'à faire des exercices pour vous entraîner.